Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se concentrer sur les stratégies de gestion, ou en tout cas les stratégies de placement au sein de son assurance vie, en prenant en compte le contexte inflationniste actuel. Une des réponses est notamment le fait d'utiliser ou d'intégrer de plus en plus d'unités de compte, mais derrière le terme unité de compte se cachent beaucoup de types d'unités de compte différentes. On parle évidemment d'actions, mais on peut également parler d'unités de compte immobilières ou d'autres types d'unités de compte qui peuvent également permettre de diversifier son placement en assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir également d'accueillir Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux sur le plateau. Jérémy Chor, vous allez plus nous parler d'unités de compte immobilière. On va en parler dans un instant ensemble. Juste avant, Cédric Marc, j'avais envie de vous poser une question. Vous accompagnez vos clients de manière un peu globale sur des sujets d'investissement. Est-ce que vous voyez souvent des clients venir vous voir en vous disant « J'ai pris conscience qu'il y avait un sujet d'inflation, j'ai pris conscience qu'il y avait un contexte inflationniste quand je vais au supermarché ou autre, et j'ai envie d'intégrer cette nouvelle normalité dans mes placements aujourd'hui ». Alors, non, c'est plutôt à mon initiative, parce que depuis 2 ans, c'est un sujet que l'on traite régulièrement. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, en 2020, on a eu un choc d'offres. Bien sûr. Ouais. En 2021, on a eu un choc de demande. À cela, l'euro a fortement baissé et puis l'explosion de l'énergie a fortement augmenté. Tout ça, ça a fait une inflation importée. Donc, pour répondre à votre question, non, c'est pas depuis quelques mois que les clients en parlent, mais ça fait depuis, moi je dirais, depuis un peu plus de 2 ans. C'est un sujet récurrent. On dit voilà. Et ça fait 2 ans que c'est vous qui leur en parlez, ou ça fait 2 ans que c'est eux qui vous en parlent ? Non, c'est quand même le professionnel qui doit expliquer à ses clients qu'il y a un sujet au niveau de l'inflation quand on parle de placement. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait une inflation. Bon, clairement, pas aussi importante que ce qu'on voit actuellement. Non, ça c'est vrai. Et donc du coup, quand on prend, donc ce que je comprends quand même, c'est qu'il y a cette idée qu'il n'y a pas forcément cette conscience de l'impact que peut avoir l'inflation sur ces placements. Donc le sujet, c'est justement comment faire en sorte de contrer l'inflation dans ces placements. Si on prend le cas de l'assurance vie, alors on va en parler avec vous, Jérémy Chor. Généralement, dans une assurance vie, on a une partie en fonds en euros qui garantit le capital, mais qui offre peu de rendement, et ensuite une partie en unité de compte qui peut venir dynamiser tout cela. Et la part entre l'un ou l'autre va dépendre du profil de risque globalement de l'investisseur. Aujourd'hui, on est alors effectivement face à des rendements obligataires qui augmentent un peu, mais les fonds en euros pour l'instant n'ont pas délivré des performances plus élevées que ce qu'on pouvait voir avant. Et on a des unités de compte qui, lorsqu'elles sont investies en actions, souffrent un petit peu de l'évolution des marchés financiers depuis quelques mois actuellement. Et pointe le bout de son nez depuis longtemps, mais en tout cas revient un petit peu dans les stratégies actuelles, les unités de compte immobilières. Alors là, on parle de SCPI, SCI ou OPCI qu'on peut intégrer dans son contrat d'assurance vie. Oui. C'est une question. Voilà, expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est exact. L'immobilier, c'est une des classes d'actifs parmi les actions, les obligations, les matières premières, etc. Et évidemment, quand on fait de la gestion de patrimoine, il faut veiller à être présent sur toutes ces classes d'actifs, à respecter la règle numéro 1 qui est la diversification, ne pas être surexposé sur une de ces classes d'actifs. Quelle qu'elle soit, bien sûr. Quelle qu'elle soit, mais effectivement, l'immobilier a sa place dans les contrats d'assurance vie ou dans les contrats de capitalisation. Et alors, comment est-ce qu'on prend en compte l'immobilier par rapport à l'habitude qu'on a de choisir entre fonds en euros ou actions ? On va regarder 2 principes qui sont des fondamentaux quand on fait de la gestion de patrimoine. C'est quel est l'objectif de performance recherché par notre client, l'épargnant, et quelle est la durée de placement. Et en fonction de ces 2 données-là, on peut ou pas mettre de l'immobilier. On ne fera pas de l'immobilier si on cherche un rendement à 10% et si on cherche du court terme. En revanche, si on fait un investissement sur du long terme et qu'on cherche un objectif entre 4 et 5%, la classe d'actifs de l'immobilier répond bien et rentre parfaitement dans les cases dans les contrats d'assurance vie. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Il y a cette idée quand même qui est assez répandue quand on lit un petit peu la presse financière, de dire que les unités de compte immobilières présentent des caractéristiques qui pourraient venir être similaires ou en tout cas être une alternative aux fonds euros, à savoir que ce serait plus sûr en termes de variation de valorisation que des actions, et en même temps que ça proposerait des rendements un peu plus élevés. Est-ce que cette affirmation est vraie selon vous, Jérémy Chor ? Chez nous,
c'est une vraie conviction. Effectivement, aujourd'hui, il y a 85% de l'épargne des Français en assurance vie qui est sur des fonds euros, parce qu'on est un pays où on est très prudent, où on recherche la sécurité du capital. Avec des rendements des fonds euros qui approchent dangereusement des 1%, je pense que la plupart des clients vont d'eux-mêmes couper cette garantie en capital, en partie au moins, pour aller chercher plus de performance. Et c'est vrai que l'immobilier répond bien à cet objectif-là, parce qu'on est sur une classe d'actifs qui est peu volatile et qui a des performances nettement supérieures à la classe d'actifs des fonds euros, puisqu'on est plutôt vers 4% en moyenne. Donc ça coche toutes les cases pour répondre à cette alternative de transformer une partie de son épargne où on a une garantie en capital et aller chercher un peu plus de performance tout en ayant un risque maîtrisé. Alors les performances, on va en parler. Justement, j'ai envie de vous poser la même question, Cédric Marc. Effectivement, quand on voit des fonds euros délaissés, alors je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'effectivement, Jérémy Chor l'a rappelé, il y a encore beaucoup d'épargnants qui possèdent des fonds euros au sein d'un contrat d'assurance vie aujourd'hui. Mais en tout cas, quand on cherche des alternatives, est-ce que les unités de compte immobilières font partie d'une alternative possible aux fonds euros, si tant est qu'on ait compris exactement dans quoi on investissait et que ça n'était pas un fonds euro? Je trouve que le gros avantage par rapport à ce que disait Jérémy, c'est que ces fonds immobiliers, voire ces fonds d'infrastructure dont je vous parlerai juste après, ils sont indexés sur l'inflation. Voilà, et donc c'est un bon proxy pour avoir un revenu couvert de l'inflation. Avec cette idée, donc, l'inflation ne viendrait pas remettre en danger le business model potentiellement de ce dans quoi on a investi et donc de ne pas perdre de performance à la fin, c'est ça? D'avoir en fait... Ou pas de perte en capital en tout cas. C'est ça, exactement. Jérémy Chor, du coup, si on parlait de performance un petit peu, déjà on parle de SCPI, on parle d'OPCI, on parle de SCI. Globalement, alors effectivement, c'est investi en immobilier, c'est pas investi de la même manière, ou en tout cas, on n'intègre pas exactement les mêmes choses dans l'enveloppe de placement. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une performance de 4% quand on investit en unité de compte immobilière. C'est la performance à laquelle on doit s'attendre, si tant est qu'on ait choisi les bons placements au bon moment et que ce soit bien géré. Alors, il faut nuancer un tout petit peu les trois catégories d'unités de compte immobilières, puisque vous avez dit que c'est des fonds immobiliers. L'OPCI est un fonds hybride. Oui, il n'y a pas que de l'immobilier. Il n'y a pas que de l'immobilier, il peut y avoir jusqu'à 40% d'autres choses, d'autres classes d'actifs que de l'immobilier, et c'est la raison pour laquelle les OPCI ont sous-performé, notamment en 2020, puisqu'il y avait beaucoup de foncières cotées à l'intérieur des OPCI dans la poche financière. Et comme les foncières cotées ont dégringolé, les OPCI ont eu des performances négatives. Alors que sur des SC, des SCI ou des SCPI, on est généralement sur des purs produits immobiliers. Et donc là, on a des performances qui sont entre 3 et 5% pour les véhicules, on va dire, généralistes, et parfois sur des performances supérieures à 5% quand on est sur des véhicules spécialisés. Je vous donne des exemples. Via Génération, qui est un fonds qui investit dans du viager, l'année dernière, en 2021, a délivré une performance de 5,79%. Alors que des unités de compte plus généralistes, comme GFPR, par exemple, 4,62 en 2021, Capimo, qui est la plus grosse SCI du marché, 4,12%. Et d'autres nouvelles SCI qui arrivent sur le marché, on est autour de 4%. Et sur les SCPI, la moyenne du marché en 2021, c'était 4,49%. Quand on parle de performance, alors effectivement, on donne des performances différentes, entre 3 et 6%. Il y a un risque plus grand qui est pris quand on va vers des SCI ou SCPI qui proposent une performance plus élevée? Forcément. Comme pour tous les investissements, la performance est une contrepartie d'un risque. Donc plus il y a de performance, plus le risque, normalement, est censé être présent. Alors ça, c'est pour les unités de compte immobilières, mais il y a d'autres manières de dynamiser un contrat d'assurance vie avec des unités de compte. Et Cédric Marc, vous nous avez notamment parlé d'infrastructure. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une unité de compte en infrastructure. Qu'est-ce que c'est concrètement? On investit dans un fonds qui lui-même va investir dans les infrastructures? Alors en fait, vous avez deux types. Soit vous investissez dans des fonds actions qui sont spécialisés dans les infrastructures. Vous avez des grands fonds comme par exemple M&J ou Macquarie. Voilà, ils ont une couverture qui est internationale où ils vont du co-investissement avec des assureurs. On a par exemple Generali qui a créé une unité de compte sur laquelle, en fait, pour ses fonds propres, ils investissent dans des grands projets d'infrastructure européens. Ils invitent les épargnants à investir avec eux. D'accord. Ce qui permet d'avoir
une rentabilité comprise entre, je dirais, 4 et 5%. D'accord, oui. C'est un avantage, c'est que ces grands contrats sont indexés sur l'inflation. Et là, on parle de construction de routes, de ponts, de parkings, d'aéroports, c'est ça, non? Mais c'est aussi ça peut être aussi des infrastructures sociales, ça peut être aussi la fibre, etc., des ports, des autoroutes, etc. Voilà. Et ça, les contrats au départ sont indexés à l'inflation. Donc globalement, quand on est investisseur, on sait que si les prix augmentent de 5%, ce qui sera versé à l'investisseur augmente également de 5%. Je discutais récemment avec le gérant d'un fonds qui s'appelle MNJ Global Infrastructure. Il nous disait en fait que 85% des lignes et des contrats en fait ont une indexation sur l'inflation. D'accord. Je trouve que c'est une bonne stratégie pour celui qui souhaite essayer d'obtenir un complément de revenu en se protégeant le plus possible de l'inflation. Alors clairement, on a un rendement qui est à peu près à 3,50. Aujourd'hui, ça ne couvre pas l'inflation. Mais c'est un bon complément entre création de plus-value, bien sûr, ces valeurs-là, et puis génération des revenus. Non, et puis j'imagine qu'effectivement, ça va être un vrai questionnement pour l'épargnant de se dire, est-ce que je veux compenser l'inflation et donc aller prendre plus de risques pour aller à 6, 7, 8%, si tout dépend de ma stratégie, ou est-ce que je veux juste limiter la perte, et donc là, tout en limitant le risque de perte en capital. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous poser la question, et j'y passe tout de suite, puisque en fonction du timing de l'émission, c'est les produits structurés. Tout ce que je lis aujourd'hui sur les produits structurés tendent à nous dire que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour investir dans un produit structuré, ou en tout cas que ça offre un certain nombre d'alternatives, particulièrement dans le contexte économique que nous avons. Bon, moi j'aime bien tempérer un petit peu quand même ce que j'entends ou ce que je lis. Quel est votre avis sur l'intégration d'unités de compte qui se baserait sur des produits structurés? Alors l'intérêt du produit structuré, c'est que pour pouvoir créer un revenu important, supérieur à l'inflation, il faut que le sous-jacent soit volatile. Alors en ce moment, clairement, on est servi. Et de ce fait, au sein du cabinet, nous mettons en place deux types de stratégies. Des stratégies qui vont vous distribuer un coupon dans des marchés baissiers, c'est d'actualité. Bien sûr. Et moi, j'essaye de créer des produits qui créent des coupons de 2% par trimestre, c'est-à-dire 8% par an. Et puis, ou alors, l'autre alternative, c'est des produits qui vont distribuer un coupon plus important, généralement 50% de plus que le Phoenix Mémoire, dans un marché stable ou légèrement positif. Donc aujourd'hui, je trouve que compte tenu de la volatilité, compte tenu de la possibilité de sortir des coupons importants, pour tenter de couvrir une inflation qui est supérieure à 6 en France, supérieure à 10 en Europe, le produit structuré offre un très bon compromis, d'autant plus qu'il intègre une garantie en capital. D'accord, oui. Avec moins 30, moins 40, moins 50. Et pour répondre aussi à votre... Alors, pour expliquer aux gens qui nous écoutent très rapidement, une garantie en capital avec moins 30, moins 40, moins 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital est garanti ou jusqu'à un certain niveau de perte? Alors, il est protégé jusqu'à une barrière de X%. D'accord, oui. Pour revenir à la notion de garantie en capital, vous avez dorénavant, compte tenu de la remontée des taux, eh bien, depuis cet été, où on a la possibilité de créer des produits structurés avec garantie en capital qui délivrent des coupons garantis, donc c'est-à-dire capital et coupons garantis entre 3,5 et 4%, ce qui était inconnu depuis quelques années. Très rapidement, sur les produits structurés, Cédric Marc, quel risque faut-il être prêt à prendre pour aller sur les produits structurés? Il faut être capable d'accepter une volatilité de sa valeur liquidative entre deux dates de constatation. Ça, c'est évident. Allez-y, très rapidement. Très rapidement, je voulais aussi vous parler que la troisième option pour couvrir l'inflation, c'est aussi l'obligataire, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a une fenêtre mais exceptionnelle de l'obligataire, tout particulièrement sur des fonds à échéance, des fonds datés, où on arrive à avoir des rendements qui sont sur moins de 2 ans à 6%. Des fonds comme par exemple Senso, Objectif Durable 2024, ou même des fonds qui sont inférieurs à 1 an, avec
des notations triple B où on arrive à avoir des rendements supérieurs à 3%. Et on va devoir finir là-dessus. Merci beaucoup Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Merci Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance, pour ce focus sur les unités de compte immobilières et sur d'autres types d'unités de compte également pour venir dynamiser son portefeuille d'assurance vie. Merci à vous de nous avoir suivis et Smart Patrimoine vous retrouve demain sur Bismart.